Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Mardi 5 juillet. Washington, D.C. Le docteur Marianne Sinclair effleura l'épinglette de service en or de la NSA sur son revers. La cérémonie de remise de médailles bourdonnait autour d'elle. Le directeur se tenait au pupitre et énumérait les faits marquants de la carrière de Sinclair, notamment des opérations de l'Europe à Kaboul, des percées en matière de renseignement, des cellules terroristes démantelées, des milliards de dollars américains récupérés. Lorsqu'il cessa enfin de parler, l'audience applaudit poliment. Sinclair sourit sans chaleur. Tout le monde comprenait parfaitement ce qui s'était déjà produit. La cérémonie n'était que pure mise en scène. 20 minutes plus tôt, le directeur Phillips l'avait entraîné dans une pièce latérale remplie de drapeaux de l'agence et de sceaux officiels. Le président veut du sang neuf pour ce poste, Sinclair. La retraite anticipée est votre seule option. Il avait poussé une enveloppe sur la table. Sinclair l'avait ramassée. La rage brûlait dans ses veines comme de la lave en fusion. Elle avait été directrice adjointe pendant plus d'une décennie. D'abord sous Alfred Radcliffe, une légende dans la communauté du renseignement. Elle avait été son bras droit, servant avec loyauté et dévouement. Dirigeant des opérations pendant que Radcliffe s'occupait du Congrès et côtoyait les membres du cabinet, ainsi que quiconque se trouvait à ce moment-là dans le bureau ovale. Quand Radcliffe avait pris sa retraite, Sinclair s'attendait à prendre sa place. Au lieu de cela, ils avaient fait venir Phillips de l'extérieur. Besoin d'une perspective nouvelle, avait dit Radcliffe, bien qu'ils sussent tous deux que c'était des conneries. Elle avait avalé cette trahison. Elle était restée comme adjointe de Phillips. Lui avait appris le métier. Avait couvert ses erreurs. Avait maintenu l'agence en fonction pendant qu'il jouait à la politique, et entretenait des liaisons avec les femmes qui passaient par l'agence comme des joueuses en rotation, dans une équipe sportive qui ne gagne jamais. 5 années supplémentaires d'attente, d'observation, à construire son argumentaire pour prendre les rênes quand Phillips passerait à autre chose. Ce qu'il ferait. Ils le faisaient tous. Et finalement, Phillips avait été promu à un échelon supérieur. Le tour de Sullivan était arrivé. Mais cela ne s'est pas produit. Ils avaient choisi Thomas Reid. L'estomac de Sinclair se nouait à mesure que sa colère montait. La cérémonie reste confidentielle. Phillips jeta un coup d'œil vers la porte. Une reconnaissance finale. Ses doigts se crispèrent sur l'enveloppe. 2 décennies de préparation. Chaque sacrifice, chaque opération, chaque renseignement, tout cela visait ce moment. Son moment. D'abord refusé après la retraite de Radcliffe, et maintenant refusé à nouveau. On pourrait pardonner à une femme de penser qu'il s'agissait du fameux patriarcat à l'œuvre. Mais Sinclair n'avait jamais adhéré à ces absurdités. Elle était membre du cercle intime depuis longtemps. Elle comprenait parfaitement le vrai problème. En termes simples, Sinclair était meilleur dans ce travail que tous les autres. Meilleur que Radcliffe. Meilleur que Phillips. Et certainement meilleur que le nouveau, Reid, qui pouvait à peine se trouver les fesses avec ses 2 mains. Mais personne ne semblait se soucier de la qualité du travail. Les promotions n'étaient jamais une question de trouver la meilleure femme pour le poste. Il y avait toujours un agenda caché. La cérémonie était presque terminée. Sinclair attendait. Les applaudissements s'intensifièrent. Phillips s'approcha avec la médaille. Il se pencha près d'elle en l'épinglant. Les caméras attendent un sourire, Marianne. Elle croisa son regard. Vous n'aviez jamais prévu de me choisir, n'est-ce pas? Tout comme ils n'avaient jamais prévu de me laisser prendre le poste de Radcliffe, quand ils vous ont choisi à la place. Phillips lui fit un signe de tête, et conclut la cérémonie comme s'il l'emballait dans un joli paquet cadeau. Sinclair serra les poings derrière elle, brûlant d'envie de lui écraser le visage. Cette idée fit naître sur ses lèvres le premier vrai sourire de l'après-midi. À la réception, les agents tournaient autour d'elle avec des compliments répétés. Leurs mots rebondissaient sur elle comme des balles sur une armure. Elle hochait la tête et souriait pendant que la fureur pulsait sous sa peau. Toutes ces années en tant que directrice adjointe.
Écarté 2 fois. 2 fois de trop. En partant, Sinclair adressa à chacun de ses anciens collègues un hochement de tête décisif tout en les fixant directement dans leurs yeux froids et durs. Il voulait la baiser, n'est-ce pas? La trahir pour promouvoir des médiocres, par opportunisme politique? D'accord. Il pouvait le faire, évidemment. Il venait de le faire. Ne pas l'avoir tuée, quand ils en avaient eu l'occasion, était une erreur classique. Elle ne partirait pas gentiment dans la nuit. Non. Jamais. Pas question. Dès qu'elle put s'éclipser sans être remarquée, elle sortit et rentra chez elle. L'appartement de Sinclair à Georgetown lui semblait étranger, comme si elle violait ses propres ambitions. Elle fit un bagage léger. 2 tenues de rechange, son ordinateur portable, les documents essentiels. Le reste pouvait brûler. 25 ans de diplôme, de prix et de photos de cérémonie la regardaient depuis les murs. La photo de départ à la retraite de Radcliffe reposait sur son bureau. Son mentor. Son ami. C'est ce qu'elle avait cru. Elle l'avait cru quand il avait dit à maintes reprises au fil des ans « Vous dirigerez cet endroit mieux que je ne l'ai jamais fait. » Encore un mensonge. Son téléphone sécurisé vibra. Un texto de Phillips. Marianne. Parlons demain. Cette transition n'a pas besoin d'être difficile. Cet homme avait vraiment des couilles d'acier, elle devait le reconnaître. Elle supprima le message sans répondre. L'ancienne Marianne Sinclair aurait répondu. Le bon soldat. La joueuse d'équipe. La femme qui était restée loyale après la trahison de Radcliffe. Cette femme était morte dans la salle de cérémonie, aujourd'hui. Un des dossiers du personnel de l'agence brillait sur son écran. Thomas Reid. 48 ans. Diplômé de Yale. 10 ans de moins qu'elle. Son dossier étincelait d'opérations réussies de la NSA, qu'elle avait orchestrées alors qu'elle servait sous 2 directeurs qui s'attribuaient tout le mérite. Votre mentorat a rendu cela possible, avait dit Reid, vers levé en son honneur. Comme Phillips l'avait remercié quand il avait pris le siège de Radcliffe. Les mots de Reid lui avaient brûlé la gorge comme de l'acide. Un second téléphone vibra. Celui crypté. Des coordonnées GPS apparurent, suivies d'1 heure. 4 heures du matin. Elle connaissait l'endroit. Un aérodrome privé à l'extérieur de Baltimore. Sinclair ouvrit son coffre-fort mural. À l'intérieur, un passeport noir, des cartes de crédit et des documents bancaires sous un autre nom. Une assurance contre ce jour. Radcliffe lui avait appris à se préparer à toute éventualité. Elle avait bien appris. Sa sonnette retentit. Elle se figea. Personne ne savait qu'elle vivait ici, à l'exception des directeurs passés et présents. Les protocoles de sécurité exigeaient le secret. La sonnette retentit à nouveau. Dr Sinclair? Une voix d'homme. Maintenance de l'immeuble. Fuite d'eau dans l'appartement au-dessus du vôtre. Elle se déplaça silencieusement vers la porte. Vérifia le flux de la caméra. 2 hommes en uniforme de maintenance. Ils avaient détourné leur visage du champ de vision de la caméra. Elle examina lentement les 2 hommes. Au premier coup d'œil, elle remarqua la vérité. Les chaussures n'allaient pas. Les 2 hommes portaient des bottes de combat. Pas l'équipement standard du personnel de maintenance, ici. Elle avait passé des années à concevoir des protocoles d'intervention pour l'agence. Celui-ci, elle l'avait personnellement mis en œuvre. Elle en comprenait les nuances. L'agence avait agi vite. Mais elle plus vite encore. Sinclair éteignit les lumières. La sortie de secours l'attendait dans sa chambre. Il pensait la connaître. Il ne savait rien. Elle avait gardé ses meilleures stratégies secrètes, alors qu'elle avait vu des agents moins compétents aller et venir au fil des ans. Des astuces qu'elle avait apprises d'agents plus expérimentés, après une longue carrière couronnée de succès. À l'époque, son secret lui avait simplement paru nécessaire. Elle n'examinait pas ses motifs de trop près. Au lieu de cela, elle s'appuyait sur des instincts affinés par des années dans le métier. Sinclair appuya sur un bouton pour libérer le verrou du cadre du tableau grandeur nature, qu'elle avait acheté à la Nouvelle-Orléans il y a longtemps.
Louis Armstrong tenant sa trompette dans le bayou, avec un chien bleu bizarre assis à proximité. Le verrou se débloqua avec un léger clic. Sinclair poussa le tableau sur le côté, et fit glisser la fenêtre de la chambre. Un craquement métallique résonna depuis sa porte d'entrée. Le mensonge de la maintenance n'avait pas duré longtemps. Ils étaient en train de forcer l'entrée. Sinclair sortit par la fenêtre et la referma. Elle appuya sur la télécommande pour remettre le chien bleu à sa place, avant de s'éloigner rapidement. Chapitre 2. Mardi 5 juillet. Washington, D.C. L'escalier de secours tremblait sous ses pieds. Elle descendit 3 étages rapidement. Ses muscles se souvenaient aisément de décennies d'entraînement sur le terrain, et réagissaient en conséquence. Au-dessus d'elle, des bottes raclaient le métal. Ils avaient suivi sa trace. Elle se dépêcha davantage. L'allée s'ouvrait devant elle. Une caméra de sécurité clignotait en rouge au coin. Elle marcha droit vers elle. Qu'ils la suivent. Donnons-leur un sentiment d'utilité, sourit-elle. Sa Lexus était garée à 2 pâtés de maison. Elle l'avait laissée là pour les occuper avec une surveillance médiocre, qui ne donnerait rien. Un taxi passa. Elle leva la main. Union Station, dit-elle au chauffeur. Sa radio diffusait du jazz doux. Elle surveillait le rétroviseur. Pas encore de filature. Phillips utilisait le manuel tactique, qu'elle avait elle-même rédigé des années auparavant. Ces tactiques étaient efficaces à l'époque, et le restaient aujourd'hui. Les tactiques ne constituaient pas l'ensemble du plan, cependant. Phillips aurait dû le savoir, lui aussi. La gare bourdonnait de voyageurs tardifs. Elle acheta un billet pour New York en espèces. Descendit le quai en direction de la voie 4. Puis elle se glissa par une porte de maintenance, et sortit par le parking. Son téléphone jetable indiquait 23h40. Suffisamment de temps avant son rendez-vous à l'aérodrome. Sinclair savait qu'il surveillerait chaque avion privé dans un rayon de 80 km. Phillips connaissait ses méthodes, parce qu'elle l'avait formé. Il ne s'écarterait pas des protocoles. Cela demanderait des compétences, du talent, de l'imagination. Toute chose que Phillips avait manqué parce qu'il se trouvait derrière la porte, quand les attributs essentiels étaient distribués. Un bus s'arrêta à la gare. Baltimore brillait sur son affichage. Elle monta avec les autres dans la file, et s'assit près de l'arrière. Les vieilles astuces fonctionnaient le mieux. L'agence formait les agents à rechercher des plans complexes. Ils oubliaient les simples que Radcliffe lui avait enseignés. Son téléphone crypté vibra. Un autre message. Ils ont activé Argus. Réseau de surveillance complet. Prudence. Son estomac se serra. Argus. Sa plus grande réussite à l'agence. Un réseau de surveillance qui connectait chaque caméra de circulation, chaque distributeur automatique, chaque système de sécurité de devanture de magasin en un seul réseau piloté par IA. Argus était excellent et pratiquement infaillible. Elle avait conçu ses algorithmes elle-même. Elle y avait intégré des points d'accès et des angles morts que seule elle connaissait. Maintenant Argus la traquait, mais elle n'était pas inquiète. Elle savait ce qu'Argus ferait et quand. Argus ne pouvait pas en dire autant de Sinclair. Le moteur du bus grondait. Baltimore attendait, à 90 minutes de là. Elle ferma les yeux mais garda son corps en alerte. Le vrai travail commençait à l'aube. 20 ans de secrets emplissaient sa mémoire. Elle savait où les cadavres étaient enterrés. Quels arrangements avaient acheté quels mensonges. À quel point la corruption était profonde. Elle avait tout observé depuis le siège de directrice adjointe, servant trop de personnes qui lui étaient passées dessus pour atteindre le sommet. Phillips et ses élus allaient apprendre. Le pouvoir ne venait pas des titres. Il venait de la connaissance de la vérité. Et personne ne connaissait plus de vérité qu'elle. Le bus roulait vers le nord dans l'obscurité du Maryland. La pluie striait les vitres. Son téléphone crypté s'alluma de nouveau. Nouvelles coordonnées. Une station-service fermée près de l'I-95. Le bus s'arrêta en soufflant à la périphérie de Baltimore.
Sinclair compta 4 véhicules banalisés de la NSA sur le parking. Elle sourit. La procédure de l'agence consistait à couvrir les principaux points de transit. Ce qui signifiait qu'il suivait le manuel standard. Celui qu'elle avait créé. Elle resta assise. Le bus continua vers le nord. Quand le bus s'arrêta à une aire de repos, elle se faufila dans les toilettes pendant qu'un groupe de passagers ensommeillés sortait. La minuscule salle de bain offrait un espace restreint. Heureusement, elle avait maintenu sa condition physique de terrain. Elle était plus grande que la moyenne, mais pas plus large. La fierté l'avait maintenue à l'entraînement, même après qu'ils l'eurent clouée derrière un bureau. S'étirant pour regarder par l'étroite fenêtre au-dessus des toilettes, elle repéra rapidement le pick-up bleu qui attendait près des bennes à ordures. Elle se glissa par la porte arrière du bus. Les mains enfoncées dans ses poches, capuche relevée pour dissimuler ses traits aux regards indiscrets, elle se précipita vers le pick-up. Les clés étaient sous le pneu avant, comme promis. Son réseau de contact était resté fiable. Ou peut-être n'avait-il pas encore entendu qu'elle avait été mise à la porte. Le pick-up sentait la cigarette et la restauration rapide. Une couverture parfaite, bien qu'elle ait presque suffoqué à cause de la puanteur. Sinclair mit le moteur en marche et s'éloigna de l'aire de repos. Elle consulta sa montre. 2h15 du matin. La pluie tombait plus fort maintenant, mais les pneus étaient suffisamment bons. L'agence s'attendrait à l'intercepter dans des aéroports privés. Cherchant des avions affrétés et de faux documents. Vieux protocole. Mais elle avait aussi rédigé ces protocoles. Et elle s'était laissé des portes dérobées. L'enseigne de la station-service brillait devant elle. Une seule voiture était garée près du bâtiment obscur. La bonne marque et le bon modèle. Elle s'arrêta et baissa ses phares. Un homme sortit de la voiture. Grand, précis dans ses mouvements, portant un manteau sur mesure suggérant un raffinement européen. Elle le reconnut facilement. Klaus Weber. Ancien directeur de la Deutsche Bank. 7 ans plus tôt, elle avait suivi un schéma complexe de produits dérivés qui aurait déstabilisé 3 devises. Au lieu de le détruire, elle l'avait retourné. Son réseau financier était devenu son entrée dans le monde de l'argent caché. Après avoir secoué la pluie de son manteau, il glissa sur le siège passager et ferma la porte. « Votre timing est exact », dit-il en allemand d'un ton approbateur en vérifiant sa montre. 4 minutes d'avance. Elle prit l'enveloppe qu'il lui tendait. Ils utilisent Argus. Comme prévu. Les yeux de Weber se rétrécirent. Les angles morts que vous avez intégrés dans le système sont toujours actifs ? 312 d'entre eux. Invisibles à moins de savoir où chercher. Sinclair sourit. Les caméras du port afficheront des parasites à 5 heures du matin. Ce qui sera interprété comme de la maintenance de routine. Durée ? 7 minutes. Précisément. Weber hocha la tête. Elle sortit un manifeste de cargaison de l'enveloppe. Un porte-conteneur quittait le port de Baltimore à l'aube demain. Destination Hambourg. La traversée prendrait de 2 à 4 semaines. Mais elle ne s'inquiétait pas de cela. La NSA monterait à bord du navire dans quelques jours pour constater sa disparition. Ce qui lui éviterait de la jeter par-dessus bord. Phillips voulait sa mort. Le plan de Sinclair pourrait le satisfaire suffisamment longtemps. Votre cabine est prête. Aucune trace numérique, dit Weber avec satisfaction. C'était une feinte. Sinclair ne serait pas sur le navire. Mais la NSA croirait qu'elle avait quitté le pays, ce qui lui donnerait un peu de marge de manœuvre. Sinclair étudia le manifeste. Les comptes ? Les modèles confirment votre analyse. L'argent circule selon des séquences spécifiques. Toujours les mêmes banques. Toujours le même timing. Weber parlait comme s'il disséquait un bilan comptable. Les chiffres racontent une histoire. Une histoire qui remonte à l'époque de Radcliffe. La pluie tambourinait sur le toit du camion. Weber consulta son téléphone. Le périmètre de recherche s'élargit. Il est temps de bouger. Restez en contact. Faites-moi savoir quand vous arriverez à Hambourg.
Je garderai l'oreille aux aguets, juste au cas où. Il descendit du camion, et se fondit dans le décor. Sinclair remit les essuie-glaces en marche et passa la transmission en position drive. Pas beaucoup de marge de manœuvre à gaspiller. Il était temps de bouger. D'abord, elle devait trouver Nigelet et Richer. Et après cela, les réponses qu'elle recherchait depuis la dernière fois qu'elle les avait vus tous les deux. Des années auparavant, elle avait observé depuis le siège du directeur adjoint, absorbant les connaissances comme une énorme éponge. L'agence lui avait appris la patience. Maintenant, ils allaient découvrir ce qu'elle pouvait en faire. Chapitre 3. Vendredi 8 juillet. Sedona, Arizona. L'agent spécial du FBI Kimoto plissa les yeux derrière ses lunettes aviateurs face au soleil de l'Arizona, en sortant du SUV, et en s'exposant à la chaleur des environs de Sedona. Son partenaire, l'agent spécial du FBI Reggie Smithers, mit la transmission en position parking et la suivit. Le paillasson de l'enfer, marmonna Smithers. Il tira sur son col, où la sueur assombrissait et humidifiait le tissu. Cooper nous envoie toujours dans les endroits les plus glamour. Le patron a ses raisons, répondit Kim. Elle scruta l'étendue devant eux. Même s'il ne les partage jamais. Elle avait appris avec le temps que le patron, Charles Cooper, donnait des ordres basés sur de véritables renseignements. Cette fois-ci ne serait pas différente, même s'il ne pouvait pas en comprendre le sens au départ. Kim avait assez observé les préférences de Richer, pour savoir que c'était le genre d'endroit qui lui plaisait. La piste était incertaine, mais son instinct lui disait qu'ils étaient sur la bonne voie. Cela fait 9 mois que Cooper vous fait traquer Richer et tourner en rond, dit Smithers en se plaçant à côté d'elle. Vous pensez vraiment que cette fois sera différente? Le regard de Kim se fixa sur le bâtiment devant eux. Richer laisse des traces si l'on sait où chercher, répondit-elle. Des endroits comme celui-ci, hors réseau anonyme oubliables pour la plupart. Ce sont ses zones de confort. Vous pensez qu'il est à l'intérieur maintenant? Demanda Smithers. Peu probable, répondit Kim. Le bar se trouvait à des kilomètres de la route principale, niché comme un secret connu seulement des locaux et des voyageurs qui avaient manqué la sortie pour Sedona, 10 kilomètres plus tôt. Des planches encadraient l'extérieur du bar, blanchi par des années sous le soleil et poncé par des vents implacables. Une enseigne au néon au-dessus de la porte indiquait Dusty's Last Stop. 2 des lettres clignotaient ou restaient éteintes, ce qui rendait l'enseigne plus cryptique qu'invitante. La terre incrustait les marches d'entrée qui grinçaient sous chaque pas, comme si chaque foulée les imprimait dans la mémoire du bar tout en les portant vers l'entrée. L'idée était fantaisiste. Mais peut-être que le type qu'ils étaient venus rencontrer avait réellement des informations sur Richer à leur offrir. Notre informateur a intérêt à valoir le déplacement, dit Smithers. Il vérifia son arme avec efficacité. Cooper n'a plus beaucoup de patience ces temps-ci. Vous non plus apparemment, répondit Kim. L'ombre d'un sourire effleura ses lèvres. Peut-être que j'aimerais une affaire qui ne consiste pas à poursuivre des ombres et des impasses pour une fois, rétorqua Smithers. Ou du moins une qui m'envoie dans des endroits avec climatisation. Kim lui adressa un sourire. Qui aurait cru que vous étiez si plaintif? Smithers fronça les sourcils en retour. Quand elle ouvrit la porte, la lumière du soleil projeta une ombre à travers la pièce jusqu'au comptoir face à l'entrée. La surface des planches révélait des cicatrices et des nœuds, chaque marque rappelant sans doute une histoire. À l'intérieur, l'odeur de bière, d'alcool, de cuir et de sable imprégnait tout. Des photos tapissaient les murs. Elles immortalisaient des cavaliers de rodéo, des prospecteurs et de vieux habitués qui s'accoudaient au bar, et qui pourraient encore être en vie aujourd'hui. Des ampoules projetaient une lueur sur les tabourets et les tables aux bords usés et éclatés. Un miroir derrière le bar reflétait les bouteilles, la plupart à moitié vides et recouvertes de poussière. Au fond, un jukebox émettait péniblement de vieux tubes rock. La musique aurait étouffé le brouhaha des conversations, s'il y en avait eu. Quelques locaux étaient penchés sur leurs verres. Kim supposa qu'ils gardaient leur distance. Son impression générale était que cet endroit n'avait pas connu de rénovation depuis des décennies,
et n'en connaîtrait probablement pas de sitôt. Ce qui semblait être l'intérêt de Dusty's Last Stop. C'était un lieu usé et confortable pour les clients qui s'y rendaient, rien de plus. Dusty's Last Stop ne prétendait pas être autre chose et Kim appréciait cela. L'authenticité était rare. La plupart des personnes qu'elle avait rencontrées en traquant Richer avaient quelque chose à prouver et quelque chose à cacher. Le regard de Smithers balaya la pièce avec l'efficacité d'un agent de terrain. « Vous le voyez » demanda-t-il doucement. Elle repéra le contact. Un homme barbu portant une casquette de baseball vert armé était assis seul dans le coin, dos au mur. Il était là pour les rencontrer. Kim hocha la tête une fois et inclina la tête vers le coin. 3 heures. Casquette verte. Il essaie de ne pas avoir l'air nerveux. Sans succès. Le regard de l'homme passait répétitivement de la porte à la salle, comme s'il ne regardait pas. Il leva les yeux quand ils approchèrent, mais ne se leva pas. « Je prends les devants, dit Kim. Il paraît assez nerveux pour s'enfuir, si nous nous montrons trop insistants. »« Vous insinuez que je suis intimidant ?» répondit sèchement Smithers, comme si un homme de sa carrure se présentant à l'improviste n'importe où ne serait pas intimidant. Smithers le savait, et l'utilisait souvent à son avantage. Espérons qu'il ait quelque chose de concret sur quoi nous puissions travailler. Kim se glissa sur le siège en face du contact. Merci d'être venu, Edward. Elle n'avait pas de temps à perdre. Elle l'avait clairement fait comprendre, lorsqu'ils avaient convenu de la rencontre. C'était un survivaliste. Il vivait seul dans le désert. Il n'était pas intéressé par la compagnie, ou par la divulgation de l'emplacement de son campement, avait-il dit. Smithers s'appuya contre le mur, bras croisés. Il écoutait d'une oreille, tout en surveillant la salle pendant que Kim menait l'entretien. « Les gens m'appellent Ted, répondit-il. Si vous essayez de me coincer, je filerai d'ici plus vite que vous ne pouvez dire Jack le lièvre. Vous ne me reverrez jamais. » Dusty's Last Stop avait été son choix pour le lieu de rendez-vous. Maintenant qu'il l'avait localisé, Kim supposait que Dusty's était son point d'eau habituel. Son campement était probablement dans les environs. Ou du moins, pas de l'autre côté de la frontière de l'État, ou au-delà de la frontière avec le Mexique. Ce qui aurait posé d'autres problèmes. « Où avez-vous vu l'homme que nous recherchons » demanda Kim. Sa voix restait basse. Le survivaliste s'agita sur sa chaise. Ses doigts tambourinaient un rythme nerveux sur la table. J'étais de passage il y a quelques semaines. Dans les canyons. Il est resté une nuit. A dormi dans la remise. N'a pas dit grand-chose. Son nom n'était probablement pas Ted, et son histoire sur Richer semblait peu vraisemblable. Mais il se comportait comme un animal rusé, restant immobile, méfiant, nerveux. Il avait l'air de pouvoir s'enfuir, à la moindre provocation. Où exactement l'avez-vous vu ? Kim se pencha en avant, le pressant, observant ses réactions. Comme je l'ai dit au téléphone, je peux vous montrer. Pour un prix. Il travailla sa bouche, comme s'il avait une chique de tabac dans la joue. Ce qui était probablement le cas. Nous avons fait un long chemin. Nous sommes définitivement intéressés. Mais vous auriez dû demander l'argent avant. Nous aurions pu nous arrêter à la banque, répondit Kim le testant. En l'état, je n'ai qu'environ $200 sur moi. Il ouvrit la bouche pour protester puis se figea. Son regard se fixa sur quelque chose derrière elle. Kim se crispa, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Un homme grand se tenait à l'entrée, d'apparence rude, son expression froide et dure. Kim aperçut l'éclat du métal dans sa main. Le visage de Ted devint blême. Trop tard, murmura-t-il, au moment même où l'étranger leva son arme et tira avant que Ted n'ait le temps de bouger. Le coup de feu retentit, résonnant bruyamment dans l'espace exigu. Le corps de Ted tressaillit, puis s'affaissa en avant, le sang se répandant sur la table. Des cris éclatèrent tandis que les clients se dispersaient, se cachant derrière les tables et se jetant au sol. Kim se mit à couvert juste avant qu'un autre coup de feu n'éclate au-dessus de sa tête. Du verre se brisa et des bouteilles explosèrent derrière le bar. Elle pointa vers le côté opposé de la pièce,
signalant à Smithers de prendre le tireur à revers. Smithers était déjà en mouvement. C'était un homme imposant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.